Bienvenue sur Rebond, le rendez-vous de la prise de parole en public. Prendre la parole, c'est faire passer tes idées, influencer ton auditoire, le faire passer à l'action. C'est aussi le dépassement de soi pour affirmer ton leadership. Mes invités sont entrepreneurs, managers, leaders inspirants. Ils vont te donner leurs liens, leur histoire, leur impact avec la prise de parole. Pour avoir leurs meilleurs conseils, abonne-toi. Tu veux avoir confiance en ta parole pour engager ton public ? Je te propose un accompagnement individualisé et adapté à tes enjeux et objectifs. Avec moi, tu découvriras les secrets de l'art oratoire. Tu pourras les appliquer instantanément au service de ta performance. Ton auditoire deviendra tes alliés et acteurs de tes interventions. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'accueille Raphaël Goiffon, Sales et Global Account Manager à l'ESN Neurone, fondatrice du réseau IT au féminin. Cet échange se fait en 3 parties. Tu pourras retrouver la première et la seconde dans la description du podcast. Partons maintenant ensemble à sa rencontre. En quoi l'écoute active est importante dans ton quotidien pro ? Elle est essentielle. Ce que j'entends moi par écoute active, c'est en fait dès que une personne, et souvent en l'occurrence un client, pose une question qui sort un petit peu de l'ordinaire. D'ailleurs, c'est mon tout premier manager qui m'avait appris ça. Il m'a dit, tu sais, s'il pose une question du genre, est-ce que vous êtes présent à Paris et Lyon ? Bon, très bien. Mais s'il dit, est-ce que vous êtes présent à Paris, Lyon et Tourcoing ? Bon, il y a une question à poser sur Tourcoing. Donc c'est ça l'écoute active, en fait, c'est aussi juger l'écart entre ce qu'on attend, ce à quoi on s'attend la personne, ce qu'elle dit réellement. Et dès qu'il y a un petit écart, c'est quelque chose à creuser et dire tiens, pourquoi Tourcoing ? Il y a quelque chose qui vous intéresse. C'est le fameux signal faible. À Tourcoing, voilà, le fameux signal faible. Et c'est beaucoup ça que je mets dans l'écoute active. Après, dans mon équipe, j'ai des personnes qui sont beaucoup plus observatrices que moi, je me rends compte. Donc voilà, je pense qu'il y a plusieurs façons de mettre en œuvre cette écoute active. Donc ça peut être effectivement l'observation. Et c'est vrai que moi, je le fais beaucoup sur la sémantique et les mots. Et voir effectivement l'écart entre ce que j'attends et ce qui est dit. Et dès qu'il y a un truc le petit signal faible là, qui éveille ma curiosité, hop, je creuse. Et c'est vrai qu'en général, oui, Tourcoing, parce que voilà, c'est là qu'on va créer notre usine et donc on a besoin que vous soyez à Tourcoing, forcément. Voilà, donc ça c'est essentiel. Et je pense que c'est une de mes forces pour le coup, parce qu'effectivement c'est assez peu exécuté en général. C'est ce que je dis toujours, la prise de parole empirique, c'est 10% d'exécution et 90% de préparation. Et dans les 90% de préparation, il y a 50% d'écoute, quoi. Mais là, du coup, on n'a pas préparé. Oui. C'est pour ça que j'aime bien le podcast, que ça permet d'écouter. Je suis en posture d'écoute, moi ça va. Non mais c'est ça, c'est-à-dire que l'écoute active, que ce soit pour du sales, mais même pour n'importe quel projet entrepreneurial avec tes équipes, avec des équipes ou autres, l'écoute active, c'est là en fait tu vas récolter l'ensemble de l'information, l'ensemble de la data, en tout cas pas chiffrée, et c'est ça ensuite qui nourrit les interventions par la suite, quoi. Bien sûr. Et essayer de trouver chez le décideur qu'est-ce qui va être son déclencheur à lui, éventuellement par rapport à sa carrière personnelle ou ses ambitions. Il n'y a pas que enfin, quoi, je pense qu'en posture de vente, il n'y a pas que la partie... Alors, grand compte peut-être un peu moins, mais il n'y a pas que la partie besoin pro, réponse à un service. Il y a aussi toute la dimension personnelle Bien sûr. à intégrer, à dire tiens, il y a tel ou tel élément de point commun qu'il y a entre les deux parties qui font que tu vas créer forcément plus de sympathie, plus de confiance qui peut générer ensuite une action derrière. Exactement. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée sur la prise de parole et que tu aimerais répondre ? Difficile. On a déjà bien fait le sujet. Difficile, ouais. Je voulais évoquer la non-prise de parole, mais on en a parlé. L'apprentissage, on en a un petit peu parlé aussi. Non, moi j'ai vraiment envie d'encourager les femmes à prendre la parole. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est toutes les femmes soumises. Aujourd'hui,
pas forcément le côté soumise, je réponds machin, mais le côté soumise dans le sens justement je ne prends pas la parole. Et je pense notamment aux femmes qui s'occupent de la facturation, par exemple, de l'administration des ventes, notamment dans la tech, où c'est des services très féminins. Et elles sont souvent mises au fin fond, à l'écart, dans un petit bureau à part. Et je vous encourage, mesdames, à vous exprimer parce qu'en fait, dans la tech, les ESN font toutes de la croissance. Globalement, de toute façon, si elles ne font pas de croissance, assez rapidement, elles disparaissent. Donc, de fait, elles font de la croissance. Et donc, on prend une ADV au début, parce que forcément, il en faut une. Et au début, elle fait 15, 20 factures par mois. Et puis, en fait, après, elle en fait 500, 2000, 3000, 4000. Voilà. Et en fait, dites-vous bien, mesdames, qu'un dirigeant ne prendra une deuxième ADV que quand vous allez exploser, en fait. Ou alors, si vous prenez la parole avant en disant non mais là en fait 3000 factures par mois déjà, ou je sais pas, X milliers, c'est bien, il va me falloir de l'aide. Et en fait, toutes ces femmes qui ne le font pas, qui ne demandent pas, sachez que le dirigeant va pas anticiper et se dire bon là ça fait quand même beaucoup de travail, il faudrait que je prenne une deuxième personne. Donc prenez la parole, dites-le. Et je vois beaucoup de cas où les femmes prennent sur elles, des fois pour des questions de légitimité, parce qu'elles n'ont pas forcément le bon diplôme ou que sais-je, ou elles ont demandé un 80%, donc elles se sentent coupables ou que sais-je. Sauf que si elles disent pas, là, il me faut de l'aide, et avec force, pas juste demander une fois comme ça, mais peut-être en mode ultimatum, sinon je m'en vais, parce qu'en fait, c'est ingérable. Donc, il faut vraiment le dire avec force. Vous n'aurez pas d'aide spontanément en fait. Voilà. Ah ben non, si personne n'est au courant, Mais voilà, tant que ça roule en fait. Tant que ça roule. Ça roule, elles prennent sur elles, ça facture, c'est bon, on est payé, tout va bien. Donc il faut vraiment aller oser le dire, et prendre des chiffres, simplement dire voilà, je suis arrivée, je faisais 20 factures, là j'en fais 3000, donc en fait c'est plus pareil. Alors certes, on automatise des choses avec l'expérience, voilà. Mais il y a un moment, il faut que ça cesse et il faut recruter. Et recruter, comme ça prend du temps, il faut recruter avant d'être au seuil où c'est la cata. Ah, c'est ça. On va aller sur les 2 dernières questions de l'entretien. Est-ce que tu as une question que tu aimerais me poser sur la prise de parole ou pas? J'en ai pas comme ça qui me viennent. Faudrait que j'y réfléchisse, mais... Non, si, peut-être toi, j'ai l'impression que tu te spécialises un peu sur l'interview des femmes, ce que tu m'avais dit en particulier. Je serais intéressée de savoir comment tu es arrivée à cette idée et qu'est-ce que tu en retires aujourd'hui. Sur vraiment l'interview sur le podcast ou l'accompagnement? Ouais, non, sur le podcast, comment tu as pris ce segment-là? Ce segment-là, voilà, pour quelle raison? Pour 3 raisons. La première raison, c'est que souvent la prise de parole des hommes est déjà présente ailleurs. Et moi, c'est un peu embêtant de faire une redite. Et je trouve, assez à titre personnel, mais la prise de parole des dirigeants hommes, je ne dirais pas en exclusivité, mais en majorité, je la trouve un peu moins intéressante que celle des femmes, parce qu'elle est souvent autocentrée. Je ne dirais pas toujours, mais souvent autocentrée. Le deuxième aspect, c'est justement de mettre en avant. On parlait de rôle leader un peu avant, de mettre en avant en fait des leaders comme toi, comme d'autres, sur leur parcours de vie, sur leur parcours professionnel, leur lien avec la parole. Dans l'idée, pour les gens qui nous écoutent, et notamment les femmes qui nous écoutent, c'est de dire en fait, je peux m'identifier à telle ou telle personne. Parce qu'elle existe. Tout simplement. Ouais. Et après, le dernier, c'est purement égoïste, une masterclass à chaque fois, quoi. Et en fait, à chaque fois, j'apprends des choses à la fois sur la rhétorique, la prise de parole d'un point de vue professionnel, mais aussi des éléments sur notre société, sur les questions d'égalité homme-femme, de prise de conscience, et des vraies prises de conscience personnelles aussi de comment moi, en tant qu'homme entrepreneur, je me positionne aussi. Parce que je découvre aussi des choses. Un point de vue un petit peu différent. Donc, et moi, dans ma vie, en fait, l'altérité est quelque chose de fondamental chez moi.
Je pense que c'est dans la différence qu'on s'enrichit le plus. Mhm. Et en fait, c'est un apprentissage, une remise en question. Dire, ah tiens, oui, là, j'avais oublié cet aspect-là. Ou là, tiens, je conscientise un truc. Donc voilà, c'est Ouais, vraiment c'est cet pas toujours aspect-là, quoi. évident de se mettre à la place des autres. Ouais, l'empathie. C'est ça. L'empathie, c'est la base, hein. Et la dernière question, quelles sont les... Et là, peut-être pour des dirigeantes tech ou pas, Mhm. euh, quels sont, toi, les 3 conseils que tu pourrais donner, que Mhm. tu n'as pas encore donné durant cette interview, pour Pour évoluer et faire évoluer, sa la place. prise de parole en public Alors, la première, c'est prenez le temps, mesdames. Un, du temps pour vous. Et deux, du temps pour réseauter, en fait. C'est-à-dire, alors, à Paris, mais pas que, hein, dans toutes les villes, il y a énormément de forums, de salons, etc. Et c'est oser faire le premier. On se demande un peu pourquoi, mais c'est assister à une conférence, etc. Et en fait, il y a souvent un avant et un après. C'est-à-dire que c'est à la fois ce qu'on apprend à la conférence, mais c'est aussi surtout les gens qu'on y rencontre. et la parole est Et, importante à ce moment-là. et voilà. Et en fait, c'est comme ça aussi qu'on crée un réseau. Et en fait, les femmes ne s'autorisent pas assez à faire ça. Un, parce qu'elles se disent oui, mais j'ai un métier, je peux pas me permettre, je peux pas quitter mon travail, etc. Donc déjà, la première, à mon avis, si vous vous dites ça, c'est qu'il vous faut de l'aide. Donc il faut recruter, que ce soit des stagiaires, des alternants, des CDI ou autres. Mais en tout cas, il faut aller demander, puisque c'est pas sain, même pour l'entreprise, que autant de travail repose sur une seule personne. Et ça, voilà, il faut vraiment se battre pour avoir de l'aide pour que vous ayez une dose de travail qui soit acceptable au point que vous pouvez en effet de temps en temps aller suivre une conférence en fin de journée ou autre. Donc ça déjà c'est le premier point pour pouvoir réseauter, créer son réseau et avoir donner la visibilité. Et ça j'ai découvert en fait un biais cognitif, je pense, il y a assez peu de temps. Je pense que les femmes privilégient l'emploi à l'employabilité. C'est-à-dire qu'on a tendance à se dire, bon, bah, déjà, j'ai la chance d'avoir un super job, j'adore, donc je donne 100% pour ce job-là. Là où, à mon avis, les hommes qui, en face de la même injonction qui est la sécurité financière, hein, on a tous la même, et encore une fois, je pense qu'elle est un peu plus forte sur les hommes par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Donc, eux sont plus matures que nous par rapport à ça, et répondre à la sécurité financière, la réponse est employabilité. Et ils ont raison, en fait, objectivement, c'est plus malin d'être très employable que d'être très bien employé. Mais nous, les femmes, je pense qu'on n'a pas encore tout à fait cette maturité et on a tendance à privilégier l'emploi qu'on a tout de suite. Et donc, quand on est invité à une table ronde, et j'avais un témoignage il n'y a pas longtemps, même dans le monde de la finance, c'est pareil, hein, si on nous invite, on a tendance à dire mais je peux pas me libérer, j'ai un client, j'ai truc, j'ai machin. Si c'est pas le boulot, on va dire oui mais j'ai pas vu mes enfants depuis 2 jours, mon mari, ma mère, mon truc, machin. Et résultat, on a mille excuses pour pas le faire. Sauf que c'est justement dans ces moments-là en fait qu'on se rend visible et qu'on prépare finalement son travail son prochain job potentiellement ou d'autres idées, découvrir voilà, des clubs, des réseaux. Enfin, je veux dire, la vie professionnelle à Paris est tellement riche, et encore une fois, pas que à Paris, en France, hein, globalement. Et on se prive en fait de tout ça, alors que les hommes le font très naturellement, au quotidien, et ils réseautent sans même y réfléchir. Et en fait, ils prévoient leur job comme ça. Et c'est aussi beaucoup de coaching entre pairs. Enfin, voilà, c'est tellement riche. Donc voilà, ça c'est vraiment réseauter. Et pour le faire, c'est assez simple. Juste accepter d'aller à un salon, une conférence, un truc, et petit à petit, vous allez connaître du monde. Et une autre personne, ah bah tiens, j'ai vu telle autre conférence. Mmh. Et Puis voilà. réseauter dans l'optique aussi de créer créer des relations, pas forcément C'est ça. dans un but de se vendre mais juste de créer des relations. Et puis après, il y a forcément, à travers l'écoute, Mm. il y a des besoins qui se naissent pro Mm. ou perso. Et après, c'est là où la confiance aussi se crée. Il y Mhm. a des partages d'échanges. Et puis, voilà. ne serait-ce que savoir ce qui existe en fait, parce qu'aujourd'hui, le monde professionnel est quand même très complexe. Et même les gens dont la spécialité, enfin dans le métier, c'est l'orientation, je pense que même eux n'ont pas la prétention de dire qu'ils connaissent tout en fait. Donc, savoir simplement ce qui existe, ce que les autres font, qu'est-ce qu'il y a comme métier, etc., c'est hyper intéressant.
Est-ce que tu en as 2 autres Et sur la prise de parole plus sur spécifiquement, Alors, je voulais juste parler de Women for CEO, s'il nous reste un tout petit peu de temps. Donc, c'est un mouvement qui s'est créé il y a quelques semaines et qui a un objectif ambitieux qui est non pas de briser, mais d'éclater le plafond de verre en France en 10 ans au lieu de 80 ans. Donc ça, je trouve ça formidable. Donc c'est Florence Dupré-Laposte qui a lancé, j'espère que j'écorche pas trop son nom, qui a lancé ce mouvement, donc Women for CEO, qui est paritaire by design, c'est-à-dire qu'à chaque étape du mouvement, elle souhaite qu'il y ait autant d'hommes que de femmes. Il y a eu une première soirée de lancement là en octobre, on était 400 dirigeants et dirigeantes. Octobre 2024. Octobre 2024, exactement. Et on était 400 et effectivement 44% d'hommes, donc Paris réussi. Et là, l'objectif, c'est de travailler à la fois sur les biais des femmes, dont on a parlé déjà largement, sur les biais des hommes, et puis aussi... Et puis enfin, sur justement qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de la société, des entreprises, des lois, etc., pour tuer ce plafond de verre. Et par ailleurs, elle a prouvé que c'est une construction sociale dans nos cerveaux. Elle a même une démonstration scientifique, voilà. Avec tous ces sujets de biais cognitifs, de discrimination, enfin, au sens très large, c'est que de la convention, c'est que de la construction sociale. Il n'y a rien de naturel entre Exactement. Et elle l'a démontré avec une expérience scientifique qui est très intéressante. Et en gros, on montre qu'il y a 300 millisecondes d'écart pour associer des mots si le cliché est congruent ou non. Et donc, c'est 300 millisecondes, ça peut paraître peu, mais par contre, ça prouve que ça suffit et que c'est scientifiquement prouvé. Et que c'est à la fois dans le cerveau des femmes et des hommes, bien évidemment. Donc il faut prendre à bras le corps ce sujet, je pense, et du coup c'est pour ça que j'ai décidé de faire partie de ce mouvement-là. Donc 400 dirigeants pour l'instant, évidemment, il a vocation à ce qu'on soit 3000, 10 000 assez rapidement pour mettre ce sujet-là définitivement derrière nous et enfin apporter plus de richesse pour pouvoir mieux la partager entre nous en France. Tout type de richesse, d'ailleurs. Tout type de richesse, absolument. Et bien, merci beaucoup. Merci à toi. Et merci puis, à une prochaine. Bon à courage. bientôt. Un grand merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager et mettre 5 étoiles plus un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. À bientôt pour une nouvelle rencontre.